Du coup, le sujet aujourd'hui, c'est les bonnes questions à se poser avant de se lancer avec l'IA. Alors, il y a deux grands points, deux grands secteurs. Il y a les projets et vraiment se lancer parmi tout ce qui est licence. Ici, on vous allez voir qu'on va plus se concentrer sur tout ce qui est licence, comment commencer, quelle licence commencer, pourquoi commencer, quelles équipes, à qui le donner. Donc, c'est vraiment tout ce genre de questions qu'on va se poser durant ce webinaire. Hop. Juste avant ça, je vais vous présenter le MIC. Alors, le MIC, si vous ne connaissez pas, c'est la première fois que vous venez durant nos webinaires. Alors, le MIC, c'est une ASBL public-privé avec plusieurs partenaires, dont la région Wallonne et Microsoft. Donc, quelle est notre mission? On aide les entreprises à adopter les technologies avancées et on contribue à monter en compétences de chacun. Alors, on a un grand focus sur l'intelligence artificielle. C'est pour ça que vous voyez certainement beaucoup de nos webinaires sur l'intelligence artificielle. Mais à savoir qu'on ne fait pas que ça et donc on aide vraiment les entreprises à adopter tout ce qui est technologie avancée. Donc, on a un parcours d'adoption donc, qui va de conférences, ateliers, guidance, prototypage. Ici, on se retrouve dans une conférence. Donc, on va faire un petit webinaire d'une heure sur les bonnes questions en IA. Donc, on est vraiment au premier niveau, vraiment une acculturation. On va essayer de comprendre tout ce qui va peut être par rapport à ça. Après, se découlent des ateliers. Donc là, on peut avoir des ateliers sur des créations d'agents, créer ses premiers GPT. Donc vraiment, quelque chose de beaucoup plus pratique. Là, où vous écoutez un petit peu moins. Aujourd'hui, vous avez pas mal écouté, il va y avoir pas mal de théories. Il y a les guidances aussi. Les guidances, si jamais vous avez des questions sur vos projets, vous avez des inquiétudes, s'il y a un outil qui fonctionne, si vous voulez remarquer un audit par rapport à quelque chose, bah, on se prend un rendez-vous d'une heure. Vous voyez que sur notre site web, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous. Mais on se fixe une petite réunion d'une heure et on regarde par rapport à vos questions un peu plus personnelles, tout ce qui va et tout ce qui ne va pas toutes les questions que vous souhaitez qu'on vous réponde. Et enfin, les prototypages et accompagnement. Ça, c'est vraiment notre dernier parcours d'adoption. C'est vraiment à la fin de la chaîne. Bah, ça, c'est vraiment commencer à créer un petit prototype. Regardez pour répondre à des questions. Par exemple, si vous voulez créer un chatbot, on va commencer à créer un petit chatbot ensemble pour voir s'il peut répondre à des questions. On va regarder aussi pour un accompagnement plus poussé. Donc, prendre plusieurs sessions ensemble, regarder quels outils vous avez, quelles licences vous avez actuellement, comment il faut les utiliser, pourquoi les utiliser. Donc là, on va vraiment faire un programme sur mesure. Donc, vous voyez qu'on a plusieurs parcours d'adoption. Ici, on va se sur le premier, donc les webinaires, conférences technologiques d'une heure. Mais si vous êtes intéressé par nos autres activités, n'hésitez pas à suivre notre site web. Et tout est repris dedans, tout notre agenda. C'est peut-être d'ailleurs comme ça que vous avez réussi à rejoindre ce webinaire. Mais nous, on se retrouve ici, c'est pour savoir les bonnes questions à se poser avant de se lancer avec l'IA. Comme je vous dis, ici, ça va être pas mal sur vraiment se lancer, donc les premières licences, vraiment le tout début de se lancer dans l'IA. On ne va pas être dans un prototypage, un projet concret beaucoup plus grand. Ici, vous en êtes vraiment sur les premiers pas à se lancer avec l'IA. Ça peut être en tant qu'indépendant, ça peut être en tant que personne d'une entreprise ou même dirigeant d'une entreprise. Vous allez voir que vous avez plusieurs rôles et comment amener à bien ces questions et comment bien réfléchir pour ne pas avoir de surprise par la suite, pas trop investir, pas prendre les mauvais outils. Et donc, on va regarder ensemble comment bien réaliser cette chose. Alors, vous allez voir pourquoi aujourd'hui, on se demande pourquoi se lancer dans l'IA, pourquoi maintenant. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Donc, vous avez pu voir la sortie de ChatGPT et autres, mais il y a plusieurs raisons pourquoi l'IA en général. Alors, oui, on va avoir un grand focus sur l'IA générative, mais pourquoi on a un focus sur l'IA en ce moment? Bah, parce qu'il y a pas mal de modèles. Vous voyez qu'il y a tous les jours, toutes les semaines, il y a pas mal de modèles qui sortent, hein. Encore l'arrivée des Gemini ici, de ChatGPT 5.1 qui sort. Donc, l'évolution des capacités de calcul, des données, des entraînements est beaucoup plus grand. L'accès aussi est beaucoup plus grand. Là où avant la sortie de ChatGPT, Mistral, Le Chat, Gemini, Claude, enfin tous ces outils-là, c'était beaucoup plus difficile d'avoir accès. Il fallait un petit peu de développement autour de ça. Bah, l'accès était facilité. Enfin, tous ces outils-là sont maintenant prêts à être utilisés. Certains ont des versions gratuites pour vraiment pousser l'utilisateur à l'utiliser un petit peu avant de se lancer. Et enfin, la puissance de calcul qui est déplacée via le cloud. Bah, en fait, il ne faut plus des grandes machines directement chez vous, mais avec la puissance de calcul qu'il y a derrière, bah, on peut utiliser des très très grands modèles qui sont hyper puissants. Donc c'est pour ça qu'on a un grand focus sur l'intelligence artificielle et plus précisément sur tous les outils qu'on va voir aujourd'hui et pourquoi on se lance maintenant et pas il y a 10 ans ou il y a 20 ans, mais c'est simplement pour toutes ces raisons-là. Alors, j'aimerais bien revenir sur des chiffres un petit peu. Donc, pourquoi on se lance maintenant et quelles sont les entreprises qui utilisent l'IA actuellement et comment ça se fait. Alors, j'ai repris le dernier baromètre qui est sorti il y a 3 4 jours, je pense, de l'ADN. Donc, on voit un petit peu le nombre d'entreprises qui utilisent l'IA. Eh bien, c'est 26%. Alors, on peut se dire que c'est beaucoup ou pas beaucoup, dépendamment si on est beaucoup impacté par l'intelligence artificielle. Mais ça, c'est quand même qu'une seule entreprise sur 4 qui utilisent l'intelligence artificielle. On peut voir que ce nombre monte à 44% quand c'est des entreprises de plus de 10 personnes. Donc on voit que les petites PME n'utilisent pas forcément l'IA. Alors
c'est pas forcément pour une raison de budget. On va voir ensemble par la suite que le budget est vraiment un critère, mais il y a moyen d'utiliser l'IA et vraiment de se mettre dans l'IA sans forcément dépenser une certaine somme. La plus grande question de pourquoi les entreprises n'utilisent pas l'IA, eh bien, c'est pas l'argent, c'est pas la peur, c'est simplement parce ils n'arrivent pas à percevoir l'utilité qui est derrière. C'est un petit peu le frein principal. Alors, ça peut être étonnant. Pour moi, la plupart des choses étaient quand même étonnantes de voir l'inutilité perçue de l'intelligence artificielle. Alors, ça peut être dû à plusieurs facteurs. Ça peut être certainement ça peut être dû à plusieurs facteurs. Ça peut être dû parfois à une incompréhension de connaissance de tous les outils qui existent. Eh bien, j'espère que ce webinaire va vous aider à percevoir justement toutes les forces de l'intelligence artificielle et voir là comment vous pouvez l'introduire dans un premier temps. Comme je vous rappelle, ce n'est pas des projets qu'on va construire, mais c'est vraiment les premiers outils que vous allez prendre en main et voir à quel point ça va être intéressant de les utiliser. Alors, vous allez voir qu'il y a pas mal de sujets, de questions. J'essaie de les regrouper en plusieurs points, hein. Donc, un petit peu les usages, voir à quel point ça peut être utile pour moi. Comme je vous l'ai dit, c'est l'un des plus grands points de pourquoi les entreprises n'utilisent pas l'intelligence artificielle. Bah, on va essayer de résoudre ce problème. Le public, bah, quel public de votre entreprise, de votre société utilise l'intelligence artificielle, à qui c'est dédié? Le savoir, on va regarder un petit peu comment monter en compétence. L'intelligence artificielle, mine de rien, c'est un outil. Et comme tout outil, il faut monter en compétence dedans. On va voir un petit peu comment réussir cette montée en compétences. Et après, on va regarder un petit peu comment faire le choix de ces outils, comment bien choisir ces outils. Donc, on va regarder un petit peu l'écosystème, effectivement, sans vraiment vous spoiler. Bah, dépendamment de l'écosystème qu'on a, on va choisir certains outils. Et justement, on va faire un petit peu le tour de tous les outils essentiels. Je les ai séparés en différentes catégories pour vraiment bien se rappeler de ne pas prendre des licences qui peuvent parfois être la même chose et payer le même type de licence pour au final avoir la même utilité. On va parler un petit peu budget, c'est quelque chose d'important en entreprise et on va voir comment commencer petit et avoir de plus en plus de rendement derrière. Et enfin, quelque chose d'important, la législation aussi. Je vais refaire un petit point sur l'AI Act et surtout sur la charte IA qui est vraiment intéressant lorsqu'on offre des outils à disposition de ses employés, ce qui va nous permettre un petit peu aussi de voir quelque chose qui est beaucoup plus clair et beaucoup plus net et un petit peu éviter tout ce qui est Shadow IT, donc Shadow AI par rapport à ça et que vos personnes utilisent par exemple ChatGPT sur des données sensibles ou autres. C'est un petit peu sur ce principe-là qu'on va voir. Alors, le premier cas, c'est vraiment tout ce qui va être l'usage. Donc, on va regarder ensemble comment analyser et identifier les tâches chronophages. C'est quelque chose qui est vraiment important par rapport à ça. C'est vraiment se poser la question, se demander, OK, aujourd'hui, j'utilise pas mal, je travaille pas mal, mais je n'utilise pas l'IA. Dans quel cadre je fais un travail assez redondant, chronophage, où l'IA peut m'aider par rapport à ça. Alors, ce n'est pas une question facile, hein. Effectivement, si on ne connaît pas tous les outils qui sont derrière. Alors, à partir de ce principe-là, la bonne chose à se dire, c'est vraiment, je vais lister tout ce qui est possible, tout ce que je fais de redondant, où là, la valeur humaine n'a pas une plus-value. Par exemple, faire un résumé de texte, prendre des notes en réunion, là, l'humain n'a pas vraiment une plus-value. Et donc, je vais commencer à lister toutes ces tâches-là par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment un vrai travail. Le premier travail avant de se lancer dans l'IA, c'est vraiment regarder actuellement quel est mon travail, qu'est-ce que j'effectue au quotidien et quelles sont les tâches qui sont excessivement longues, qui me prennent du temps et avec lesquelles l'IA pourrait résoudre le problème. Alors, la partie avec l'IA pourrait résoudre le problème, c'est en connaissant les outils qui sont à disposition. Parfois, on ne peut pas se dire, je vais utiliser l'IA parce que je connais l'outil. Parfois, c'est vraiment simplement mettre au clair, mettre à jour tout ce qui est possible dans votre métier, tout ce que vous faites dans votre métier qui peut être un petit peu chronophage, où vous ne voyez pas de vraie plus-value. Mais on pourra regarder ensemble quel outil peut être intéressant par rapport à ça. Comme je vous l'ai dit, c'est une application qui est progressive. On va commencer par vraiment une première entrée via des solutions prêtes à l'emploi. On ne va pas commencer à créer un projet, hein. Par exemple, comme je reprends un exemple, si vous devez effectuer de la rédaction d'email, on va regarder des petits outils qui peuvent être hyper intéressants pour justement la rédaction d'email, regarder qu'est-ce qui est déjà clé en main, prêt à être utilisé avant de commencer à développer un prototype personnalisé où là justement les budgets vont augmenter et une utilisation de ces solutions beaucoup plus complète et totale. Ici, on est vraiment dans la première partie, la simplicité des outils clés en main et comment démarrer avec ces outils et vraiment avoir un vrai rendement et ne pas juste acheter des licences, puis tester 2-3 jours, puis abandonner ces licences-là. C'est vraiment avoir un focus de comment savoir quelle licence on va acheter, quel outil est intéressant pour notre cas d'usage. Et c'est vraiment sur cette partie-là qu'on va se focus. Et tout ce qui est développement, prototypage, ça va arriver par la suite une fois que vous aurez bien maîtrisé et que vos équipes auront bien maîtrisé ces outils-là. Ils pourront avancer et aller beaucoup plus loin dans l'adoption de la technologie qui est l'IA.
J'ai repris quelques cas d'usage concrets qui arrivent le plus souvent, que ce soit moi, Antoine, durant mes guidances, ou Guillaume, ou le reste de l'équipe. C'est vraiment les choses qui arrivent le plus souvent en entreprise. Alors, je n'ai pas dit que c'est forcément celle que vous allez devoir mettre en place, mais c'est vraiment quelques cas d'usage qui pourraient peut-être vous aider à avoir le déclic en se disant, ah bah c'est vrai que moi j'arrive souvent à avoir ce problème-là. Est-ce qu'il y a un outil IA qui pourrait m'aider à ça? Donc la première, c'est la rédaction et l'aide à l'écriture. Effectivement, que ce soit des emails, que ce soit par rapport à une newsletter ou autre, c'est quelque chose qui prend du temps. Et bien l'IA, ça va être vraiment une plus-value qui va vous aider à travailler beaucoup plus rapidement par rapport à ça. Les prises de décision, alors ce n'est pas des prises de décision humaines par rapport à ça, mais c'est par peut-être effectuer des choix par rapport à l'un ou l'autre. La recherche d'informations aussi, ça c'est quelque chose que peu de gens savent ou bien n'ont pas forcément la capacité. Bah, il peut y avoir pas mal de choses, que ce soit par rapport à un RAG, donc une infrastructure un peu plus complète, ou même des choses comme Copilot, Gemini et autres, qui vous aident à trouver des dossiers beaucoup plus rapidement. Imaginons que vous avez un OneDrive, un Google Drive, peu importe, et vous recherchez un document rapidement, eh bien effectivement, l'IA peut vous aider à trouver ce genre de document beaucoup plus rapidement que si vous commenciez à chercher petit à petit dans vos dossiers par rapport à ça. Et enfin, l'automatisation des processus. Par rapport à des agents IA, là je précise, l'automatisation c'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps, hein. On n'a pas attendu d'avoir l'IA avant d'automatiser ces processus, hein. Une redirection d'email ne demande pas d'IA, mais en fait le fait d'avoir mis de l'IA maintenant, ça offre beaucoup plus de possibilités et d'applications concrètes à l'intelligence artificielle par rapport à ça. Ici, je vous ai montré un petit peu les quick wins, donc vraiment les cas d'usage faciles à remplir. Et ici, je parle un petit peu de mon expérience personnelle en reprenant combien de temps je réalisais avant l'utilisation de l'IA et combien de temps je passe maintenant à l'utilisation de l'IA. Alors, pour être honnête avec vous, alors je ne sais pas si c'était parce que c'était le début de mon métier ou autre, mais je sais que je passais énormément de temps à rédiger un email, que ce soit pour l'orthographe, savoir si j'avais la bonne tournure de phrase, pour savoir si j'allais pas manquer de respect à la personne si j'écris l'email d'une certaine façon. Et je passais beaucoup de temps à rédiger un email. Alors j'ai mis 15 minutes, c'est une moyenne, hein. Ce n'est pas des chiffres officiels, c'est vraiment par rapport à mon ressenti. Ben, je passe 15 minutes, enfin je passais 15 minutes avant l'utilisation de l'IA. Et maintenant je passe vraiment à 2 minutes. Donc je rédige un email, j'explique de manière simple dans un email vraiment pas détaillé par rapport à mon explication et je la rédige avec l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment un gain de temps. Alors on peut se dire oui, effectivement, tu n'as gagné que 10 minutes par rapport à un email, mais je n'ai pas qu'un email à rédiger par jour. Donc c'est vraiment des petites minutes comme ça qui se rajoutent. C'est vraiment ça l'importance de l'IA. L'objectif, ça ne va pas vous faire gagner 5 heures d'affilée, mais c'est vraiment toutes ces minutes qu'on arrive à grappiller parce qu'on va être beaucoup plus productif, qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. J'ai noté aussi la rédaction d'articles. Alors, avant, je prenais beaucoup de temps à rédiger les articles. Je regardais sur pas mal de sites, je regardais la tournure de phrases, elle ne me convenait pas. Bah, ici, j'arrive à augmenter cette vitesse de rédaction d'articles. Alors, j'ai quand même mis 2 heures parce que pour moi, la rédaction d'articles, avec toujours le côté humain qui est derrière, on doit quand même pas mal se concentrer, regarder qu'est-ce qui peut être intéressant ou pas. J'évite tout ce qui est rédaction automatique. Alors, on peut le faire, mais effectivement, pour moi, il y a quand même cette forme d'humain derrière qui doit permettre la création de quelque chose d'original. Alors, comme je vous l'ai montré ici, je vous ai montré des exemples qui me touchent personnellement, mais la première chose et la première question qu'il faut se poser avant de se lancer dans l'IA, c'est vraiment regarder quels sont mes processus métiers, quelles sont les choses que je souhaiterais automatiser, rendre beaucoup plus simple et avoir une beaucoup plus grande efficacité par rapport à ça. Et ça va dépendre de chaque entreprise, de chaque individu. Donc, la première question à vous poser, c'est vraiment, je vais lister actuellement tout ce que je fais de chronophage et comment je pourrais résoudre les problèmes. Alors, si vous n'avez pas directement la solution, aucun souci par rapport à ça. Du moment que vous commencez à écrire votre tâche, votre quotidien de semaine, par mois ou autre, et commencer à rédiger sur le côté. Et après, ensemble, soit en faisant un call avec moi, soit même durant ce webinaire-là, on pourra regarder quel outil est intéressant pour le problème que vous avez ou la solution que vous souhaitez mettre en place. Comme je vous l'ai dit, le succès, ça ne vient pas de mettre de l'IA partout. Alors, l'objectif de ce webinaire-là, ce n'est pas que vous mettez de l'IA dans tous vos processus, mais vraiment là où il peut avoir un intérêt et vraiment quelque chose de puissant et d'intéressant. Je ne vais pas vous demander d'installer de l'IA pour faire du tri, pour rédiger, demander la date du jour. C'est vraiment pas ça le principe. Nous, ici, c'est vraiment de mettre l'IA là où il aura une plus-value, là où elle est vraiment forte, où elle est puissante. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien faire un petit rappel sur comment fonctionne l'IA. Ici, l'IA générative, ça va être très rapide, mais comme ça, au moins, pendant ce webinaire, vous allez comprendre comment fonctionne l'IA et pourquoi on ne la met pas dans tous les scénarios, mais uniquement dans des scénarios de réécriture ou vraiment de compréhension. Comme je le rappelle ici, ça va être vraiment une définition de comment fonctionne l'IA générative. Je ne parle pas de toutes les IA et je vais vous expliquer un petit peu comment parfois ChatGPT arrive à répondre à des choses où normalement l'IA générative n'est pas bonne pour ça.
Alors, comment fonctionne l'IA générative? On va faire très simple. Ça va être vraiment, vraiment vulgarisé par rapport à ça. Comment ça fonctionne? Bah, l'entraînement d'un modèle d'IA générative, c'est-à-dire qu'on va prendre un maximum de données. Ça peut être des textes, des livres, des pages web, des dialogues, même les réseaux sociaux. On va prendre toutes ces informations-là et on va les nettoyer et les mettre dans la boîte qui va servir d'un entraînement, qui va permettre d'apprendre le sens des mots, de reconnaître les expressions, de découvrir les structures complexes. L'IA générative, c'est vraiment de la compréhension du langage plus que les réponses. Donc vous allez voir que l'IA générative n'a pas été entraînée pour répondre à des questions, mais a été entraînée pour pouvoir parler comme un humain. C'est vraiment ça la différence par rapport à parfois des solutions qu'on pourrait s'imaginer. L'IA générative a été entraînée pour parler comme un humain et pas pour répondre à des questions. Donc, une fois qu'on a toutes ces données-là, ben en fait, l'intelligence artificielle va essayer d'apprendre, de comprendre les motifs, les associations, les probabilités des mots entre les phrases. Donc, très clairement, souvent quand quelqu'un vous dit bonjour, comment ça va, bien, il n'a pas 56 000 réponses. On ne va pas lui donner la tarte aux fraises, la recette d'une tarte aux fraises ou autre. On va souvent lui répondre comment ça va, bien et toi, quelle était ta journée. Donc, vraiment des réponses assez proches de comment ça va. Et donc, vraiment, c'est pour ça que l'intelligence artificielle arrive à avoir des choses vraiment concrètes, simples. C'est parce que la plupart du temps, quand un humain pose une question, eh bien, il y a quelque chose de sensé qui arrive derrière et qui se rapproche de la réponse. Pour vous faire simple, pour que vous ayez une meilleure compréhension, quand vous écrivez un message, vous voyez au-dessus de vous des mots qui sont parfois précomplétés, qui vous aident à remplir votre conversation par message. Par exemple, quand j'écris bonjour, comment ça? Bah, le dernier mot qui va apparaître en autocomplétion, c'est ça va. Mais c'est un petit peu comme ça que fonctionne l'intelligence artificielle. Elle va vous permettre d'avoir le meilleur mot, le mot le plus probable par la suite. Et effectivement, ça va être que des statistiques. Alors, c'est un peu plus poussé que ça, mais je grossis des traits. Quand je demande la recette des crêpes et pourquoi elle me donne la bonne recette des crêpes, c'est parce que la plupart du temps, un humain, quand il demande 50 centilitres, la réponse la plus probable, c'est 50 centilitres de lait, pas de vélo ou autre. Le mot le plus probable qui va sortir par la suite, c'est lait. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive à avoir des bonnes réponses. Mais en tant que tel, il n'a pas une compréhension de la question. C'est vraiment ça qui est important. Et c'est ça qui va permettre de définir les bons cas d'usage par rapport à ça. L'intelligence artificielle générative permet de parler, de communiquer comme un être humain, pas de trouver des bonnes réponses. Alors, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est vraiment la source de l'intelligence artificielle générative. Elle permet vraiment de communiquer et pas de répondre à des questions. Alors, ça va permettre de répondre à des questions par le fait de comment l'humain fonctionne, mais ce n'est pas sa première tâche qu'elle doit accomplir, si j'ose dire. Donc c'est pour ça que j'ai mis quelques cas où l'intelligence artificielle n'est pas intéressante à mettre en place. Alors je vois certaines personnes qui arrivent à le mettre parfois, mais effectivement, faire des calculs précis, bah, l'intelligence artificielle n'est pas, enfin l'intelligence artificielle générative n'est pas effectuée pour ça. Exécuter des tâches logiques strictes ou des tris exacts, par exemple demander de retrier quelque chose, bah, l'intelligence artificielle n'est pas faite pour ça. Alors vous pouvez me dire, mais oui, moi quand j'effectue une demande de calcul, excusez-moi, sur ChatGPT, il arrive à me ressortir la réponse, la bonne réponse. Comment ça se fait? Mais en fait, le petit trick, ce qui se passe derrière, c'est que ça va faire appel à une fonction qui a effectué un calcul. En fait, ce n'est pas l'IA générative quand elle vous demande de faire un calcul qui va répondre, mais un algorithme en Python, en JavaScript qui va répondre derrière. En fait, l'IA générative va comprendre que vous posez une question sur un calcul et elle va permettre de l'incorporer dans un calcul qui est, lui, scripté. Donc, c'est pour ça que si vous posez des questions de calcul sur ChatGPT, il vous répond la bonne réponse parce qu'il passe par un script Python, quelque chose de beaucoup plus visuel si vous voulez tester un petit peu l'intelligence artificielle et comprendre qu'elle n'a pas la bonne réponse à la compréhension des messages derrière, mais qu'elle permet juste de réécrire et faire une réécriture. C'est quand vous lui demandez d'attendre 5 minutes. ChatGPT ne va jamais attendre 5 minutes avant de vous répondre. Il va toujours vous demander, OK, aucun souci, je vais vous répondre après 5 minutes, mais il ne fera jamais ce travail de vraiment attendre 5 minutes. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous rappeler comment fonctionne l'intelligence artificielle et comme ça vous pouvez réfléchir aux cas d'usage qui vont être intéressants derrière. Comme je vous rappelle, ici c'est de l'intelligence artificielle générative, donc c'est vraiment le cas qu'on va parler le plus aujourd'hui. La deuxième question à se poser aussi, c'est quel public? Quel public, quel secteur dois-je mettre le plus en avant pour l'intelligence artificielle? Alors parfois on pourrait dire, ok, ce seront mes développeurs qui sont un petit peu plus axés niveau technologie, que je souhaiterais mettre l'intelligence artificielle plutôt que mon marketing, la com. Eh bien, pas du tout. Ça ne va pas vraiment être ça l'objectif.
de mettre l'intelligence artificielle, par connaissance de cause et par les guidances que j'ai pu effectuer, le plus important, c'est de trouver des ambassadeurs, des gens qui sont persuadés que l'intelligence artificielle peut fonctionner et peut mettre quelque chose à bien dans l'entreprise. Ils ne doivent pas être forcément du même secteur. Ils ne doivent pas forcément être tous des devs, tous des personnes de la com, mais seulement certaines personnes qui sont motivées, qui sont proactives à devenir ces ambassadeurs de l'IA. C'est beaucoup plus intéressant de fournir des licences à des personnes qui sont déjà un peu persuadées qu'elles peuvent effectuer un travail beaucoup plus rapide et beaucoup plus proactif par rapport à l'intelligence artificielle, plutôt qu'offrir des licences à des personnes qui ne sont pas intéressées par l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'il faut choisir et trouver ces ambassadeurs de l'intelligence artificielle dans vos équipes. C'est eux, c'est ces personnes-là qui vont vous permettre justement de pouvoir avoir une rentabilité derrière vos licences et pouvoir l'utiliser vraiment à son plein potentiel ou au moins auront la motivation. Comme je le dis, moi en guidance, je préfère avoir quelqu'un de extrêmement motivé qui n'a pas forcément toutes les compétences par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à tout ce qu'il pourrait comprendre, mais la motivation va permettre justement de tester l'outil, de continuer à tester malgré les mauvais résultats qui peuvent apparaître de temps en temps. Et justement, il faudra trouver ces ambassadeurs qui feront partie de votre équipe, qui vous mettront en avant les licences intéressantes et qui font un petit peu les choix par la suite. Donc vraiment, choisir un secteur, choisir des ambassadeurs plutôt qu'offrir les licences à tout le monde, c'est ce qui permettra par la suite d'avoir des meilleurs résultats. Une autre question aussi qu'il faut se poser, c'est les formations et les veilles technologies. L'IA, l'intelligence artificielle, qu'elle soit générative ou autre, ça reste un outil, ça reste une manière de comprendre et vraiment un travail à faire en plus. C'est vraiment une nouvelle compétence, une compétence supplémentaire qu'il faut développer. C'est vraiment comment interagir avec l'intelligence artificielle de façon efficace. En fait, c'est pas simplement un outil, il faut vraiment comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle. Ici, le but de comment je vous ai expliqué que l'intelligence artificielle fonctionne avec des statistiques, c'est déjà un premier pas vers la compréhension de l'intelligence artificielle. Si vous avez déjà testé ChatGPT ou autre, vous voyez qu'un bon prompt ou un mauvais prompt va parfois vous offrir des résultats complètement différents. Alors, c'est de moins en moins vrai, de plus en plus les modèles sont puissants, mais il reste encore une très forte utilité à comprendre tout ce qui est prompting, comment comprendre comment utiliser l'intelligence artificielle. Alors ici, le but, c'est pas de vous faire un cours de prompting, mais c'est pour vous rappeler qu'il y a quelques bases à effectuer. Donc vraiment, tout ce qui est objectif, contexte, source et attente. Comme je vous rappelle, c'est pas un webinaire sur le prompt, mais vous pouvez voir qu'effectivement, un prompt, c'est pas juste demander simplement une question, mais il y a vraiment tout un rôle, une compréhension derrière pour avoir des bonnes réponses. Et plus vous allez comprendre ça rapidement, plus vous allez pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour ce qu'elle est vraiment et quelle est la puissance de l'intelligence artificielle derrière. Ici, je vous ai noté quelques exemples de comment l'IA peut vous aider. Donc, un petit peu dans le même cadre que les cas d'usage, ça peut être une récapitulation d'une réunion, aider à écrire de telle façon ou autre. C'est vraiment pour vous donner des exemples concrets de comment utiliser l'intelligence artificielle pour là où elle est intéressante et là où elle a vraiment un impact hyper intéressant. Mais comme je vous l'ai dit, l'intelligence artificielle, c'est un outil qu'il faut apprendre à connaître. Et donc, comment on peut maintenir et développer ses compétences en intelligence artificielle, comment continuer à grandir ou autre si on n'a pas forcément des formations que l'entreprise nous offre ou comment offrir à ses employés des formations. Ici, je vais expliquer un petit peu si vous voulez vous former sur le côté, vous former en entreprise ou autre, comment on peut effectuer ce travail-là. Alors, c'est un travail que j'effectue tous les jours en tant que technologie évangéliste. Donc, j'ai un petit peu séparé et effectué comment moi j'effectue mon travail. Alors, effectivement, il y a plusieurs axes à avoir. Le premier, c'est se consacrer du temps, trouver l'information, explorer la technologie et partager, échanger. C'est vraiment les 4 grands piliers quand vous allez vouloir apprendre. Alors, le premier, c'est consacrer du temps. Alors, ça peut paraître bête, mais le plus important, c'est vraiment consacrer du temps de manière régulière. C'est plus intéressant de consacrer du temps 10 minutes par jour, 10 minutes par semaine, plutôt qu'une fois 5 heures, puis après arrêter. L'intelligence artificielle, c'est en travaillant un petit peu tous les jours. Alors, quand j'exagère en disant tous les jours, mais c'est vraiment une manière de façon de répéter, de travailler avec l'intelligence artificielle qui va vous permettre d'avoir de meilleurs résultats, de comprendre plus aisément comment fonctionne votre outil. Et puis, sans vous le cacher, tout ce qui est intelligence artificielle augmente très rapidement. Simplement, moi, parfois, je prends des vacances d'1 à 2 semaines, je dois rattraper mon retard par rapport à ça. Alors, c'est mon métier, donc vous n'allez pas avoir un grand retard si vous prenez 2 semaines de vacances par rapport à l'intelligence artificielle, mais simplement pour le fait de souligner
que l'intelligence artificielle évolue, donc il faudra évoluer constamment avec ce genre d'outils. Si vous avez testé GPT par rapport à sa sortie avec les premiers modèles GPT-3 ou autres et les modèles GPT-5 maintenant avec tous les agents qui sont derrière, vous voyez qu'il y a une grande différence. Il y a pas mal d'outils qui ont évolué. Donc, si on retourne 3 ans en arrière, bah, l'intelligence artificielle générative n'est plus du tout pareil. Les modèles ont changé. Il y a beaucoup d'acteurs euh, en Europe, même aux États-Unis, en Chine ou peu importe. Tous les outils sont de plus en plus grands et beaucoup plus performants. Donc, travailler tout le temps va vous permettre justement d'avoir une meilleure compréhension de ces outils. Alors, vous pouvez me demander, OK, je souhaite travailler toujours, mais comment trouver la bonne information? Comment savoir quel métier, quel processus intéressant, qui peut m'aider par rapport à ça? Alors, il y a tout plein de personnes qui peuvent vous aider. L'objectif, ça va être vraiment se focaliser sur ce que vous effectuez et quelles sources d'informations vous voulez avoir. Quelqu'un qui travaille en tant qu'ingénieur, quelqu'un qui travaille en tant que développeur n'aura pas forcément le même contenu, la même envie d'objectif par la suite. Donc, la première chose, quand vous voulez trouver l'information, c'est de définir son objectif. Moi, je veux me focaliser sur l'intelligence artificielle, mais dans quel cadre? Est-ce que je veux me focaliser par rapport à tout ce qui va être développement, tout ce qui va être création de contenu, tout ce qui va être automatisation? Mais ça va être vraiment votre premier objectif. Alors, on peut en mettre plusieurs par rapport à ça, mais ça va être vraiment de consacrer un objectif, un focus par rapport à ce que vous voulez mettre. Surtout si vous n'avez pas beaucoup de temps, le plus important, c'est d'avoir un focus par rapport à un certain type d'outil. Et vous allez voir, une fois que vous comprenez bien l'outil, ça va être beaucoup plus simple de comprendre les différents outils. Aussi, par rapport à ça, c'est aussi de savoir à quel niveau on se situe. Alors, souvent, on a parfois l'habitude de se fixer à un niveau beaucoup trop parce qu'on arrive à effectuer un bon prompt. Bah, c'est peut-être se demander, OK, je suis actuellement débutant d'intelligence artificielle, intermédiaire ou avancé. Qui pourrait m'aider? Est-ce que c'est un vulgarisateur qui pourrait m'aider si je suis débutant? Est-ce que c'est quelqu'un qui crée des projets, des mini-prototypes qui pourraient m'intéresser ou vraiment quelqu'un qui répond à des questions vraiment beaucoup plus rares? Quel niveau de départ j'ai et à quelle personne puis-je me rattacher? Et enfin, par rapport au temps disponible, si vous avez 10 minutes par jour ou 2 heures par jour ou 2 heures par semaine, le temps va être différent. Donc, il faudra aussi réussir à fonctionner de manière intelligente par rapport à ça, plutôt regarder des vidéos courtes si vous avez que 30 minutes, plutôt qu'une création de projet. Donc, vraiment, par rapport au temps disponible, essayez de consacrer du temps de manière optimale par rapport à ça. Alors, des sources d'informations, il y en a tout plein, que ce soit nous par rapport au MIC, si vous êtes ce webinaire-là, c'est que vous faites déjà partie de personnes qui souhaitent se former. Donc, il y a pas mal de sources d'informations. Ça peut être les entreprises, les newsletters, les grosses entreprises comme OpenAI, Google qui mettent à jour souvent leurs modèles. Ça peut être les réseaux sociaux. Alors, il n'a pas de honte, que ce soit sur YouTube, LinkedIn, Reddit, TikTok, Instagram. Ça peut être justement la première aspect qui peut être parfois un peu wow, un peu effet magie, mais ça fait partie de Votre micro est coupé, on ne vous entend plus. Ah, merci, merci. Je viens d'avoir l'appel. J'espère qu'il n'est pas désactivé depuis longtemps que je ne parle pas dans le vide pour rien. Je ne sais pas comment elle s'est se désactiver. Hop, hop. Donc, je reprends un petit peu en arrière. Alors, source d'information est pour qui? Simplement pour les grandes entreprises qui souhaitent utiliser ça. Ça peut être OpenAI, Microsoft, vraiment ceux qui sortent les grands modèles, mais ça peut être aussi des entreprises qui utilisent ce genre de modèle, pas forcément prendre que les grosses entreprises. Ça peut être aussi des entreprises qui vulgarisent. Le MIC en fait partie, donc ne pas hésiter à regarder un petit peu quelles sont vos préférences. Si vous parlez anglais, ce sera un petit peu plus facile justement d'avoir ces informations-là, mais il y a aussi pas mal de sites qui reprennent en français, que ce soit, comme je dis, Yatitude ou autre. Donc ça, c'était vraiment pour trouver la bonne information et ne pas hésiter à explorer la technologie, vraiment définir un cas d'usage. Donc ça, c'est qu'on a un petit peu plus de temps, qu'on ne définit pas seulement 10 minutes par jour, 20 minutes, mais c'est explorer la technologie et c'est vraiment là que vous allez apprendre de plus en plus. Donc il y a pas mal de théories comme ici durant ce webinaire, mais il peut y avoir aussi tout ce qui est pratique qui va vraiment vous aider. Parfois, on peut arrêter simplement, hein. Je reprends la création d'images. Parfois, on peut s'arrêter à la pratique parce que le fait d'avoir créé une image qui ne nous plaît pas ou autre va un petit peu nous dérouter de la technologie. Alors, de un, la technologie avance, donc
si vous avez testé quelque chose il y a 3 mois, peut-être que la technologie avancée est beaucoup plus puissante maintenant. Et le fait de rester sur les réseaux sociaux, avoir toujours cette veille technologique, va vous permettre de voir que la technologie a avancé et vous dire, OK, peut-être que je vais retester, retenter pour voir si maintenant, quand je crée des images comme je le souhaite, ça a vraiment évolué. Donc vraiment, ne pas hésiter à tester. La théorie est importante pour vraiment comprendre les cas d'usage, mais la pratique est tout autant importante pour voir à quel point ça peut avoir une efficacité sur vos processus. Dernier point, c'est partager, échanger. Ce qui est intéressant, et ça je le vois beaucoup dans mon métier, le partage et l'apprentissage. Donc expliquer son prototype à d'autres personnes, à une certaine communauté, même à vos équipes qui n'utilisent pas forcément l'intelligence artificielle, pour voir quels sont les points positifs, points négatifs. Et parfois, juste le fait d'échanger certains prototypes peuvent donner des idées à d'autres personnes. Par exemple, le fait de me dire, OK, moi j'effectue de la prospection automatique. Ah, c'est hyper intéressant, comment tu l'as effectué? Moi, j'ai pas pensé à faire de la prospection automatique. Le fait d'échanger un petit peu tout ce qu'on effectue permet justement d'avoir une plus grande ouverture d'esprit et se dire, OK, bah, si tu es capable de faire ça, peut-être que dans mon cas d'usage, en transformant certains prototypes, certains aspects de ton prototype, je pourrais effectuer ce même genre de travail. Donc, c'est justement à travers cette connaissance-là que ça va nous permettre d'évoluer et d'apprendre beaucoup plus facilement. Hop. Un autre point un autre point à connaître, c'est aussi son écosystème et ses data. C'est un point super intéressant. Donc ici, on va voir un petit peu tous les outils qui peuvent être intéressants dans notre premier pas vers l'intelligence artificielle. Et le premier point à vraiment savoir, c'est où se trouve notre data. Donc, où se trouve actuellement votre data. Alors, il peut y avoir plusieurs réponses. Ici, ça peut être sur vos serveurs, sur Microsoft, Google, AWS, Dropbox. Ça peut être une multitude d'informations, mais savoir actuellement où se trouve votre data, vos documents ou autres, et où ils sont centralisés. Alors, ils ne peuvent pas forcément être centralisés. Parfois, vous pouvez avoir un peu d'informations sur Dropbox, par exemple tout ce qui est communication et vos documents officiels sur Microsoft ou Google. Justement, pouvoir définir où se trouve l'information va vous permettre de la travailler beaucoup plus facilement par la suite. L'intelligence artificielle elle rime souvent avec data, donc avoir de bonnes data et avoir une bonne compréhension de où se trouve votre data va vous permettre d'évoluer beaucoup plus rapidement et de pouvoir choisir le bon outil. Comme je vous l'ai dit, si vous utilisez toute la suite Google, ça va servir à rien de prendre Copilot parce qu'il ne fera pas partie de l'infrastructure. Donc c'est vraiment la première question à se poser, c'est quel écosystème j'ai actuellement et pourquoi je devrais utiliser un outil différent s'il y a un outil qui est déjà disponible dans mon écosystème. Ça ne sert à rien de changer d'écosystème pour un outil. Regardez qu'est-ce qui se fait déjà actuellement dans votre écosystème. Comme je vous l'ai dit, la data est hyper importante. Ce que je vous montre ici, c'est un screenshot pour montrer que si vous installez Copilot, ce n'est pas juste acheter une licence, ce n'est pas simplement mettre en place une licence sur Copilot. Il y a vraiment tout un travail derrière pour que l'intelligence artificielle fonctionne hyper bien. J'ai pas mal de retours derrière de personnes qui me disent parfois qu'ils sont un petit peu déroutés par Copilot par rapport à certaines réponses, qui ne trouvent pas forcément le document qu'ils cherchent. Imaginons, je cherche un document, une liste de présence des stagiaires que j'ai pu avoir, mais mon document a été mal placé dans mon OneDrive ou il n'avait pas la bonne il n'a pas été bien nommé par rapport à ce que je souhaite mettre en place. Eh bien, Copilot va tout autant avoir des difficultés que vous à retrouver ce document parce que vous l'avez mal nommé ou vous l'avez mal mis dans un dossier. Le fait d'avoir un bon SharePoint, un bon OneDrive ou peu importe l'écosystème que vous avez, ça va vous permettre de trouver et que l'intelligence artificielle travaille beaucoup plus rapidement. L'intelligence artificielle ne va pas servir à faire de la magie et trouver des noms de dossiers qui ne correspondent à rien. L'intelligence artificielle, c'est comme un super stagiaire, si j'ose dire, qui vous permet de travailler beaucoup plus rapidement et de ne pas vous faire parcourir tous les dossiers. Donc, si vous avez un OneDrive vraiment très propre, l'intelligence artificielle va être justement beaucoup plus intéressante par rapport à ça. Alors quand je dis très propre, c'est par rapport à des labels, la nomification que vous avez décidé de faire par rapport à l'architecture. Vous voyez que le Learning Pass dure 1h20. Donc ce n'est pas juste simplement mettre, comme je vous l'ai dit, Copilot en licence qui va vous permettre de travailler beaucoup plus rapidement, mais c'est simplement la combinaison d'avoir un bon OneDrive bien structuré avec un Copilot qui va vraiment donner la pleine puissance. Donc la question par rapport à ça, quand je parle d'écosystème, c'est est-ce que mon écosystème est déjà très intéressant? Est-ce que j'ai les bonnes datas dans mon écosystème? Est-ce que ça peut être utile par la suite de travailler avec un outil complètement différent? Souvent, ça va être la réponse, ça va être non. Si vous avez un écosystème, essayez de rester au maximum dans votre écosystème. Ne prenez pas un outil complètement différent s'il ne va pas travailler avec vos datas, tout simplement.
Maintenant, la question peut-être la plus intéressante de ce webinaire, c'est quel outil ai-je vraiment besoin? Alors souvent, quand je vais en guidance ou dans des accompagnements, je vois pas mal de personnes qui achètent pas mal de licences, parfois qui se ressemblent. Ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais un petit peu catégoriser les outils qui sont intéressants à avoir. Alors, je les ai tous listés, vous n'êtes pas obligé de tous les avoir. Travailler avec un ou deux pour commencer peut être hyper intéressant, mais en tout cas, je vais définir à quoi servent les outils et à quoi ils sont intéressants, un petit peu les catégoriser par rapport à ça. Alors, la première catégorie, ah non, avant ça, je vais quand même vous rappeler comment bien choisir son outil. Comme je vous l'ai dit, le principal chose intéressante à travailler, c'est son écosystème, donc l'écosystème actuel. Comme je vous l'ai dit, ça peut être Microsoft, Google, ChatGPT. On va éviter d'aller sur un écosystème qu'on ne connaît pas, ou bien que nos datas n'y sont pas du tout, à moins s'il y a une vraie plus-value par rapport à un certain outil qui peut être différent. Mais on évite de travailler dans un écosystème qui est complètement différent parce que l'outil est un peu mieux, on essaie de rester dans son écosystème. Et pareil avec les données traitées, quelle est la nature actuellement de vos données, qu'elles soient documentaires, audio ou par image, il y a un vrai travail à effectuer par rapport à ça. Donc avant de rentrer dans la liste des différents outils à choisir, eh bien, un petit calcul qu'on effectue souvent, c'est regarder le coût de la licence, combien ça va prendre de temps de l'intégrer, plus les formations. Et c'est ça qui va donner le calcul global de savoir si on va utiliser cette licence ou pas. Alors, c'est un calcul qu'on effectue, mais ce n'est pas forcément à choisir comme gourou ou autre ce calcul-là. Ça va être vraiment la perception et la compréhension de l'outil. Comme je vous dis, la formation fait partie intégrante de la compréhension de l'outil, mais voir si vos équipes l'utilisent aussi peuvent aider à travailler et avoir plus de licences par la suite. Ça, c'était un petit peu le résumé de connaître son écosystème et savoir quelles données on va traiter avant de choisir son outil. Ici, on va rentrer un petit peu dans la catégorie d'outils. Il y a un panorama d'outils d'IA générative, hein. Ici, je vais en citer quelques-uns. Vous voyez que c'est plus ou moins les mêmes catégories. Ça va être Gemini, NotebookLM, ChatGPT, Perplexity. Il y a tout plein d'outils d'intelligence artificielle. Eh bien, moi, je vais un petit peu les catégoriser pour que vous ayez un peu plus simple à reconnaître et savoir quelle licence vous devez prendre et pour quel cas d'usage. Alors, le premier cas d'usage, ben, c'est un assistant conversationnel polyvalent. Alors, je pense que c'est le cas d'usage que vous êtes le plus confronté. C'est vraiment un cas d'usage où vous allez pouvoir parler de tout. Alors, il est souvent utilisé aussi en privé, dans votre cadre personnel. Ici, on va parler d'un cadre d'entreprise. Alors, il existe tout plein, Gemini, ChatGPT, Perplexity, Le Chat, Copilot, et encore une multitude d'autres assistants conversationnels. L'objectif de cet assistant conversationnel, ça va servir à quoi? Ça va être la rédaction, ça peut être les résumés de texte, ça peut être permettre de réécrire un email par rapport à quelque chose. C'est vraiment un petit peu le couteau suisse qui va vous aider à tout utiliser. Donc, si vous devez prendre une seule licence, un seul outil, ce que je peux vous recommander, c'est de commencer par ce genre d'outil qui va vraiment vous aider à comprendre et vous faire la main sur les outils d'intelligence artificielle. C'est vraiment un petit peu le couteau suisse des outils. Ça vous permet de faire un petit peu de tout. Donc, souvent dans ces outils-là, il y a aussi la possibilité de créer des agents, hein. Quand je parle de ChatGPT, Le Chat, Gemini, Copilot ou autre, on a la possibilité de créer des agents derrière. Eh bien, le fait d'avoir un assistant conversationnel polyvalent, ça vous permet de répondre aux premières questions, à vos premiers besoins. Comme je vous ai expliqué durant mes premiers cas d'usage, si je reprends la rédaction d'email, ben, un assistant polyvalent conversationnel va me permettre de faire de la rédaction d'email. Si je reprends une rédaction de newsletter, il va me permettre aussi de faire une rédaction de newsletter. Si c'est de me résumer un compte rendu, un assistant conversationnel aussi va me permettre de résumer ce genre de choses. Donc, l'assistant conversationnel, il faut vraiment prendre comme le couteau suisse et vraiment la première porte d'entrée vers quelque chose où vous voulez travailler avec l'intelligence artificielle. Deuxième catégorie, c'est tout ce qui va être note-taker, les agents de réunion, ceux qui vont vous permettre de vous focaliser un peu plus durant vos réunions. Alors ici, j'en ai cité 4, il en existe beaucoup plus, hein, que ce soit Pilot Teams, Google Meet, Lexi, qui est belge, Claude. En fait, ce qui va nous permettre de travailler avec ça, ça va vraiment vous se permettre de délaisser tout ce qui est transcription et va avoir vraiment une plus-value. Alors, si vous faites pas mal de réunions et que vous devez souvent prendre des notes, comme ça existe, enfin, comme moi je faisais avant tous ces outils IA, vraiment passer d'une retranscription, on va dire humaine, où on doit vraiment se focaliser sur la retranscription et un peu moins sur le discours pris durant la réunion et passer à un note-taker. Alors peut-être qu'il existe certains note-takers qui sont rentrés dans la réunion, je n'ai pas fait forcément attention, mais le note-taker va vraiment vous permettre de vous soulager, ne plus avoir ce focus en se disant « Ok, peut-être que je dois prendre des notes par rapport à ça, peut-être que je dois, peut-être que j'ai oublié d'écrire certaines choses. » Mais en fait, toutes ces questions que vous posiez précédemment, ce note-taker-là va vous permettre de travailler et d'oublier un petit peu ce focus-là. Comme je l'ai dit, si vous vous posez encore la question quel note-taker utiliser, ben, ça va beaucoup dépendre
de votre écosystème. Si vous travaillez plus sur Microsoft, utilisez Copilot Team. Si vous êtes plus sur Google Meet, travaillez sur Google Meet. Si vous travaillez un petit peu sur tous ces environnements, prenez Lexi. Si vous quelque chose de plus matériel, prenez Upload. Là, ça va un petit peu dépendre de vos désirs et de ce que vous souhaitez mettre en place, mais à savoir que ça fait partie de la catégorie des note takers. Recherche intelligente. Alors, qu'est-ce qu'une recherche intelligente? Il y a encore une catégorie. Ici, j'ai mis Gemini Copilot. Ça va vraiment servir à chercher dans vos documents beaucoup plus rapidement. Alors, par exemple, comme l'exemple que je venais de trouver des étudiants, ma liste d'étudiants dans mon dossier, dans mon secteur, dans tout mon OneDrive, je pourrais chercher beaucoup plus rapidement grâce à ces outils-là. Vous allez voir, on a déjà parlé de Gemini et Copilot. Parfois, certains outils permettent d'avoir plusieurs fonctionnalités. Ici, je les ai catégorisées pour que vous voyez un petit peu à quoi ça sert. Notebook LM, ça ne va pas forcément être sur un OneDrive, un fichier sur tous vos dossiers, mais ça vous permet de travailler beaucoup plus rapidement. Je prends un exemple, si vous êtes professeur et que vous travaillez avec un cours, vous pouvez décider de mettre tous vos cours sous n'importe quel type de format, PowerPoint, PDF, et de poser des questions à travers ça que vous pouvez offrir à vos étudiants, justement. Exemple, vous mettez tout votre cours sur Notebook LM et après vous donnez la possibilité à vos étudiants de converser avec ce Notebook LM et ça va vous permettre de trouver les réponses beaucoup plus rapidement, se poser des meilleures questions. Donc, c'est vraiment un travail de recherche intelligente dans cette catégorie-là et ça va vous permettre de faire gagner du temps si vous recherchez pas mal de documents ou si vous recherchez l'information très rapidement. Alors, ici, c'est qu'en interne dans l'équipe interne d'une entreprise, mais elle peut s'effectuer dans une équipe aussi externe si jamais vous souhaitez mettre ça à disposition de vos clients pour un service après-vente, pour une foire aux questions ou autre, bah, c'est aussi possible avec ce genre d'outils. Autre catégorie, ça va être tout ce qui est génération de contenu et de communication. Là, je parle beaucoup pour les équipes com, mais pas forcément si vous êtes une petite entreprise et que vous n'avez pas d'équipe com. Bah, ce genre d'outil peut vous faire gagner en temps de création, soit par rapport à la création d'images. Ici, c'est vraiment la création d'images et de visualisation. Si vous voulez, par rapport au texte, on revient au couteau suisse que sont ChatGPT, Gemini ou autres. Ici, c'est vraiment la création de visuels. Si j'ose dire, avec Canva pour tout ce qui est de présentation, Sora 2 pour les vidéos, Nano Banana avec les images, Midjourney aussi avec les images, et Agent si vous voulez créer un avatar. J'essaie de mettre différents types d'outils. Il en existe encore tout plein. Ça va dépendre un petit peu, comme je vous dis, de votre écosystème. Hein. Parfois, les outils sont regroupés. Par exemple, si vous avez un abonnement à ChatGPT, bah, vous aurez Sora 2. Si vous avez un abonnement à Gemini, vous aurez Nano Banana. Ça va un petit peu dépendre aussi de votre écosystème et quels outils vous avez déjà par rapport à ça. Donc, ne pas commencer à prendre différents types d'outils, différents types de licences. Parfois, les outils regroupent différentes catégories et donc ne pas aller vers d'autres catégories vous permettre d'économiser ce genre d'outils. Donc, ça, c'est vraiment une catégorie vers la communication. Ça va être tout ce qui va être image. Tout ce qui est aussi agent d'automatisation, donc ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe. C'est vraiment si vous voulez automatiser certains processus et mettre de l'intelligence artificielle. Ici, je ne vais pas revenir en détail dessus, mais c'est vraiment ces outils-là qui vont vous permettre de travailler sur cette automatisation et cette création d'agents. Et enfin, tout ce qui est assistance spécialisée métier. Donc là, ça va vraiment dépendre de votre métier. Ici, j'ai mis CapCut pour tout ce qui est vidéaste, GitHub Copilot, si vous avez des équipes de développeurs, bah, ça va uniquement servir pour ce genre de personnes qui souhaitent développer. Shopify, si vous comptez faire de la vente ou simplement des sites web avec l'intelligence artificielle, bah, c'est vraiment des assistants qui sont spécialisés pour les métiers. Et donc là, ça va vraiment dépendre un petit peu de votre catégorie par rapport à ça. Maintenant qu'on a vu un petit peu tous les types d'outils, on va voir combien d'argent je souhaite investir là-dedans. Alors, il n'a pas vraiment un budget prédéfini, ça va un peu dépendre de votre entreprise. Mais ce que je souhaitais mettre en place, c'est qu'il faut évaluer les risques d'usage de l'IA et définir petit à petit combien je souhaite investir par rapport à ça. Donc, on va d'abord identifier l'usage. Qu'est-ce que je souhaite mettre en place? Quels sont les bons outils à mettre en place? Et on va définir un budget autour de ça. Combien je souhaite investir pour répondre à cette problématique-là? Donc, ça peut être, il n'y a pas vraiment de budget, ça va vraiment dépendre de votre entreprise. Mais l'objectif, c'est d'identifier ce que vous souhaitez répondre, quel budget vous attribuez par rapport à ça. Et ensuite, on va choisir ces outils. Donc, vous avez vu toute la catégorie d'outils que je vous ai montré au préalable. Bah, justement, par rapport au budget et à la définition, on va regarder un petit peu les prix des licences. Alors, c'est des questions par rapport à certaines licences, il ne faudra pas hésiter à me poser par la suite. Et donc, on va regarder par rapport à tous ces prix des licences, quel budget, quels moyens je peux me permettre par rapport à mes équipes.
Euh, Petit rappel avant de terminer et que je vous laisse à vos questions, ça va être quelles sont mes obligations? Alors, la l'AI Act, je ne sais pas si beaucoup de personnes ont entendu parler de l'AI Act, mais c'est quelque chose qui est très important. Alors, c'est pas, va pas être quelque chose si vous donnez uniquement des licences à vos collaborateurs ou à votre équipe qui va vous impacter directement, mais c'est toujours bien de faire comprendre qu'est-ce que l'AI Act et quelles sont vos obligations derrière. Alors, l'AI Act, c'est la loi européenne de l'intelligence artificielle. Et là, je vous ai directement commencé par les risques. Donc, quels sont les risques qu'on essaie d'éviter avec l'AI Act? C'est simplement éviter de se ramasser une amende si on a mal effectué un travail. Ça peut être par exemple si vous avez décidé de générer une photo 100% IA ou une vidéo 100% IA et que vous ne l'avez pas mentionné, bah, vous pouvez vous retrouver dans ces risques-là si vous l'avez mis sur LinkedIn ou autre. Et c'est aussi un petit peu pour éviter tout ce qui est Shadow IT si vos équipes travaillent avec ChatGPT, avec vos données qui sont un petit peu personnelles et qu'elles passent directement dans des serveurs que vous ne souhaitez pas mettre en place. Bah, l'AI Act, c'est pour éviter tout ce genre de risques qu'on met en place l'AI Act. Alors, il y a différents rôles. Je ne vais pas tous retravailler les rôles. Nous, principalement, dans ce webinaire-là, on va se retrouver dans le rôle du déployeur, donc celui qui utilise l'intelligence artificielle pour ses activités personnelles, ses activités professionnelles. Si vous utilisez pour des activités purement personnelles, on ne rentre pas dans le cadre de l'AI Act, mais à savoir qu'il y a différents rôles. Nous, on va se concentrer sur le rôle du déployeur, celui qui utilise l'IA, donc nous, pour des fins professionnelles, comme je vous dis, ça peut être la création de contenu de newsletter, ça peut être la création d'images, ben, on va se retrouver dans le rôle du déployeur. Il y a plusieurs risques, hein, les risques inacceptables, les risques limités, les risques minimaux. C'est un petit peu un prisme, une catégorie qu'on va faire sous forme de pyramide et savoir un petit peu qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Alors, les risques inacceptables, c'est simplement tous les projets IA qu'on n'aurait pas eu le droit de mettre en place. Si jamais vous voulez faire avec Copilot ou avec ChatGPT, un mini GPT qui va vous permettre de faire la reconnaissance biométrique en temps réel, notation sociale par rapport à certains CV, avec des catégories que vous souhaitez pas, qui ne sont pas forcément jugées dans les valeurs de l'Union européenne, bah, c'est des choses que vous pouvez être punis si vous mettez ça en place dans votre entreprise à haut risque. C'est si jamais vous travaillez avec des données un peu sensibles, imaginons que vous voulez effectuer un RAG, un chatbot avec les données d'un hôpital ou que sais-je, le fait de ne pas avoir mis toutes des données de recrutement par rapport à ça, avoir mis des humains qui sont capables de vérifier le travail derrière, d'avoir mis des sécurités, d'avoir mis le chatbot comme ça, avec toutes les données médicales libres à tout utilisateur qui se connecte sur la plateforme de l'hôpital, bah, ça va représenter un risque et vous pouvez avoir des punitions derrière. Un risque limité, c'est quoi? C'est simplement, comme je l'ai dit, tout ce qui va être deepfake, création d'images mises sur LinkedIn ou autre, sans avoir expliqué qu'on a effectué le travail avec l'intelligence artificielle. C'est un risque aussi qui va être mis en place si vous ne mentionnez pas que vous l'avez travaillé avec intelligence artificielle. Peut-être de plus en plus, vous voyez sur LinkedIn, Twitter, Instagram, le petit label effectué par intelligence artificielle. Bah, justement, quand on parle de l'AI Act, c'est ce genre d'initiative qu'il faut mettre en place. Et enfin, le risque minimum, si jamais vous êtes développeur de jeux vidéo ou vous faites un filtre anti-spam ou des IA qui n'ont pas vraiment un réel impact, bah là, vous n'êtes pas obligé de le mentionner, c'est toujours mieux de le mentionner, mais il n'y a pas une obligation. Tout ça pour vous dire que peut-être que vous ne vous retrouvez pas dans ces catégories-là, mais vous devez au moins être transparent et toujours retrouver quelque chose de documenté par rapport à ce que vous faites. Et ça va un petit peu rebondir sur la charte IA. Alors, la charte IA, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire par les entreprises, mais c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à mettre en place. C'est-à-dire que si vous offrez des outils à vos collaborateurs, le fait de rédiger une charte IA, donc il y a pas mal de personnes qui peuvent vous aider à réaliser cette charte IA, notamment le MIC, ça peut être l'ADN ou autre. À quoi va servir cette charte IA? Ça vous servir à avoir une transparence envers vos collaborateurs, savoir ce qu'ils ont le droit de faire ou pas faire. Si jamais vous offrez copilote à vos collaborateurs, vous leur dites, vous pouvez uniquement effectuer des données de travail sur vos documents avec copilote et avec aucun autre type d'outil. Là, vous pouvez vous retourner vers vos collaborateurs qui font du Shadow IT, qui utilisent potentiellement ChatGPT pour travailler avec des données sensibles d'hôpitaux ou avec vos données sensibles de clients. Bah, comme vous l'avez mentionné dans une charte IA, vous pouvez vous retourner contre eux et dire bah non, j'avais mentionné que tu devais travailler avec Copilot pour certains types d'outils. Et ça va aussi permettre d'avoir une plus grande transparence autour de tout ce secteur-là. Donc, le fait de réaliser une charte IA va permettre vraiment d'avoir une meilleure compréhension des outils qui sont disponibles et quels outils ils doivent utiliser pour quel cas d'usage par rapport à ça.
Enfin, dernier point, avant de terminer ce webinaire, c'est vraiment un suivi. Donc, le plus important ici, c'est qu'on a vu qu'il y avait pas mal de questions à se poser, que ce soit par rapport à quel écosystème, quel outil choisir, quel budget mettre en place. Mais le plus important, c'est d'avoir un suivi derrière. Le fait d'acheter des licences, choisir ses licences, choisir ses outils, c'est vraiment un premier travail pour se lancer dans l'IA, mais il faut toujours surveiller. Donc, quand je parle de surveiller, c'est vraiment avoir une visualisation de qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été mis en place derrière. Si jamais vous avez offert, donné des licences à vos employés et qui ne sont pas utilisées derrière, ben, il y a peut-être quelque chose à retravailler derrière. Peut-être qu'il n'y a pas eu assez de formation, peut-être qu'il y a une mécompréhension de l'outil, peut-être que l'outil n'est pas nécessaire. Imaginons, vous prenez un note taker qui est uniquement valable en ligne et vous remarquez que la plupart de vos réunions s'effectuent en présentiel, donc le note taker n'est pas assez efficace. Mais c'est vraiment un suivi de toutes ces questions-là qui permettent justement d'augmenter un petit peu la plus-value de l'intelligence artificielle, c'est voir si les cas d'usage qu'on a cru pouvoir mettre en place qui semblaient être intéressants sont réellement intéressants. Alors, il existe plusieurs outils, donc ça, je pourrais vous les retransmettre par email par la suite, qui peuvent avoir ce suivi-là, notamment dans Microsoft ou autres, qui peuvent regarder quel utilisateur utilise l'intelligence artificielle, qui a réussi à avoir un plus-value par rapport à ça, qui a gagné vraiment du temps et qui utilise l'intelligence artificielle dans votre entreprise. Potentiellement, vous allez acheter 10 licences de copilote, mais vous remarquez qu'il n'y a que uniquement tout ce qui est communication qui utilise l'intelligence artificielle de copilote. Pourquoi? Quelle est la raison derrière? Ce qui va être vraiment la plus-value. Donc, ce n'est pas les questions à se poser avant de se lancer dans l'IA, mais c'est vraiment les questions à se poser si on souhaite continuer dans l'IA. C'est regarder un petit peu les licences qu'on a pris, regarder les outils qui sont intéressants et dans quel cadre ils arrivent à accomplir la mission que j'ai mis en place par rapport à ça. Donc, je sais que ça fait pas mal de questions. Comme j'ai dit, normalement, j'essaie de reprendre tous les points, tous les objectifs avant de se lancer dans l'IA, que ce soit l'écosystème, les cas d'usage ou autres. Mais le plus important, c'est vraiment de faire le premier pas, hein. Comme je vous l'ai dit, vaut mieux commencer petit. Donc, ça peut être commencer avec une licence ChatGPT, ça peut être commencer avec une licence Copilot par rapport à une ou deux personnes, puis après augmenter et vraiment trouver ses ambassadeurs. Mais c'est vraiment ça le plus important, c'est de faire le premier pas, d'utiliser certains outils d'intelligence artificielle qui vont permettre de mieux comprendre la technologie derrière et enfin vraiment d'évoluer par rapport à ça. Ça ne sert à rien d'acheter 25 000 licences pour tous vos collaborateurs si uniquement 3-4 personnes au début l'utilisent. C'est vraiment trouver ces ambassadeurs qui vont permettre de répandre la force de l'intelligence artificielle derrière. Voilà, ça m'a pris presque une heure de vous retransmettre toutes les questions à se poser avant l'IA. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même rester, hein, donc ici il va bientôt être 11 heures. Je ne vais pas uniquement prendre 3 minutes à répondre à vos questions. Si vous avez des questions que vous voulez me voir en personnel pour savoir quel type d'outils vous utilisez par rapport à quelle entreprise vous utilisez, n'hésitez vraiment pas à revenir avec moi par rapport à mon email. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais vous laisser compléter le Forms pour voir si vous avez des questions, un petit peu voir si tout a été bien compris et enfin avoir un retour sur la session. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à soit lever la main, soit m'écrire dans le chat ou directement poser la question en direct. Et je vais essayer de répondre un maximum. Comme je vous l'ai dit, normalement, c'est jusqu'à 11 heures, mais je vais rester un petit peu plus parce que j'ai pas mal parlé. J'essaie d'être un petit peu rapide parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions à se poser avant de se lancer dans l'IA. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vous mets le lien si vous avez un téléphone par QR code ou bien je vais vous le mettre dans le chat. Mais maintenant, je suis libre à toute question et j'attends un petit peu vos questions et vos différents avis par rapport à ce qui a été mentionné durant ce webinaire.